Richard Leroy, depuis 1996, vous êtes installé ici, dans ce joli village de Rabelais-en-Layon, près d'Angers. Vous êtes vigneron dans les fameux coteaux du Layon. Sur vos 3 hectares, vous produisez un vin bio que tous les amateurs de bon vin à travers le monde essayent d'obtenir. Mais nous allons le voir, vigneron, vous l'êtes devenu par passion, après avoir changé de vie, quitté la banque et la région parisienne où vous viviez. Alors si les œnologues vous connaissent bien, vous êtes aussi devenu un personnage de bande dessinée. En effet, il y a 10 ans, paraissait Les Ignorants aux éditions Futuropolis, une BD réalisée par Étienne Davodo, une sorte d'initiation croisée pendant 1 an. Lui vous initiait à son travail de dessinateur et au monde de la BD, et vous, pendant 1 an, vous lui avez fait découvrir la vie et le travail d'un vigneron, et bien sûr, votre amour du vin. Alors malheureusement, Richard Leroy, je ne dispose pas d'1 an, mais d'1 heure seulement avec vous. Vous avez eu la gentillesse de venir me chercher à la gare à Angers. Et avant de me montrer votre cave et de nous installer ici, chez vous, vous m'avez emmené à Montbenaud, dans vos vignes. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous d'emmener sur le terrain, au milieu de vos vignes, ceux qui veulent connaître votre vin et qui veulent vous connaître ? Parce qu'en fait, ça correspond un petit peu à l'intimité de sa vie, de sa passion. C'est difficile d'expliquer simplement un vin qui représente l'objet final. C'est difficile de le présenter sans faire comprendre à la personne qu'elle est en train de boire, de goûter un lieu. Donc une couleur, une colline. Une colline. La vue sur le ensoleillement. Voilà, c'est tout un ensemble. Et c'est toujours l'ensemble qui me plaît au fil des années. Vous vous lassez pas, parce que ça fait 25 ans que vous êtes là, que vous travaillez cette terre, cette vigne. Vous vous lassez pas? Non, on ne se lasse jamais. On ne se lasse jamais parce que vous savez, ça me fait penser un peu aux marins qui trouvent que la mer n'est jamais identique, et on a toujours une vision différente. On a toujours un œil qui s'éparpille au loin dans le paysage. On regarde les lumières qui sont superbes. Qui change à chaque saison. Et puis il y a les autres choses, hein, la sensation du sol sous ses pieds, ça joue aussi. On se retrouve dans un milieu, et je pense que tout contribue à ça, y compris sans doute les insectes qui sont autour de nous. Quelquefois vous taillez la vigne et puis vous avez un oiseau qui vous suit à 7, 8, 10 mètres, jamais plus près, mais à 7, 8, 10 mètres régulièrement, et vous appelle, vous regardez, c'est très amusant. Vous pouvez passer 1 minute comme ça. C'est ça qui vous rend heureux, en fait, dans ce métier de vigneron. Ah oui, c'est le fait de vivre un très beau moment sur la terre et puis de rendre ça à travers un produit, à travers une boisson. Et en plus, une boisson, on peut la consommer, on peut la vivre, on peut avoir des émotions. Donc on a l'impression d'avoir quelque chose de fini. Mais tout part de ce terroir, finalement. Il faut être attaché à son terroir pour être vigneron. Quand je dis attaché, c'est-à-dire il faut l'aimer, il faut rentrer en relation vraiment avec le terroir. On peut ne pas être attaché à son terroir, mais pour aller le plus loin possible dans ce genre de passion, je pense que c'est absolument indispensable. Je pense toujours à ces vieux vignerons bourguignons qui sont ancrés sur une terre, et pour eux, un nom de terrain, ces fameux climats, pour eux c'est vital, c'est important, c'est jamais identique au climat voisin. On sent qu'ils ont les pieds et les bottes dans le terroir. Et ça, j'aimais beaucoup cette attitude-là. Et je pense que ça fait vraiment sens avec le vin. Moi, ce qui m'a frappé en marchant entre vos vignes, c'est le côté très meuble du sol. J'avais l'impression d'être sur un tapis un peu. J'ai pas vu ça souvent. J'ai fait des vendanges et souvent la terre était dure. Comment vous expliquez que chez vous, ça soit aussi souple, aussi meuble ? Alors ça, effectivement, c'est un petit peu une sensation que l'on ressent, en fait. Marcher dans une vigne, c'est pour nous, vignerons, important. Et lorsque cette vigne est travaillée, alors quand je dis travailler, simplement, on appelle ça aujourd'hui en culture biologique. En fait, je suis en simple culture normale, donc sans emploi d'herbicides. Pas d'insecticides, pas d'herbicides. Voilà. Vous avez un sol qui vit, qui se renouvelle, qui prend plus de couleurs, et ça crée naturellement une couche de terre
qui n'est pas durci, qui n'est pas tassé, qui subit beaucoup moins les tassements éventuellement d'engins, hein, puisqu'on peut utiliser aussi on utilise le tracteur à certains moments. Mais effectivement, le sol, la souplesse du sol est beaucoup liée à la façon dont on travaille le sol. Mais vous travaillez beaucoup à la main. Vous êtes beaucoup seul dans votre vigne, pas souvent avec un gros tracteur et des grosses machines. Ben on travaille le sol avec un tracteur, bien sûr, mais il y a effectivement le complément à la main, après qui est proportionnel sans doute à votre passion, à ce que vous voulez obtenir, et puis finir une journée de travail et puis avoir l'impression d'avoir fait une juste tâche, c'est emballant. Vous dites, vous avez cette expression, il faut qu'un sol soit vivant. Quand on est citadin, on comprend pas trop qu'est-ce que vous voulez dire par un sol vivant. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une perception qu'on retrouve facilement parce que malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup de sols sont désherbés chimiquement. Et cette sensation de terre, de marcher sur ces sols-là n'est pas du tout comparable. Et on s'aperçoit que tous ces vignerons qui retravaillent les sols, mais vous apercevez que vous avez de l'humus, vous avez des champignons, vous avez de l'herbe, vous avez... C'était couvert d'herbe, en fait, oui. Quand on est passé là. On est en novembre, le sol était couvert d'herbe. C'est ça, le sol est relâché, hein, on cesse le travail du sol. C'est difficile sur nos terroirs de laisser l'herbe toute l'année. Mais une fois que les vendanges sont passées, on laisse un bel hiver à la vigne, on la laisse se reposer, voilà, puis on fait les beaux travaux d'hiver qui sont de remplacer les piquets, d'enlever les quelques pieds cassés. Alors Richard Leroy, vous n'avez pas toujours été vigneron. On va parler un petit peu de votre parcours, parce que ça fait depuis 1996 que vous êtes vraiment installé ici, sur vos terres, là, à Montbénaud, dans les coteaux du Layon. Dans votre enfance, dans les Vosges, vous étiez en lien avec le monde de la vigne déjà ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, Pas du tout. Vraiment, la vigne est arrivée à l'âge de 18-19 ans. Effectivement, j'étais mis au contact de ces vignerons, complètement par hasard, par mon épouse qui faisait un BTS dans le monde du vin. Et c'est vrai que rencontrer ces personnes, j'avais vraiment l'impression d'avoir des personnes qui faisaient un métier. Vous étiez étudiant encore à J'étais cette époque-là, étudiant, voilà. Sciences économiques, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et plutôt un étudiant qui passe ses années d'études comme on passe les années d'études précédentes, sans passion. Et moi, voir ces hommes qui travaillent dans le vin, ces hommes qui vous parlent de goût, d'un terroir différent d'un autre, ça m'emballait beaucoup, quoi, cette façon ce lien à la terre. Ce sont les hommes qui vous ont attiré d'abord vers le monde de la vigne, ou c'est la dégustation du vin? C'est la dégustation du vin, ses codes, et puis après ses mystères. Et aussitôt, vous êtes obligé de plonger et d'aller voir les hommes. C'est intimement lié. C'est intimement lié, pour comprendre. Boire un vin sans connaître les hommes, pour moi, ça manque de sens. Et très très vite, on vit dans un monde qui a une sincérité. Visage RCF. Mais Richard Leroy, vous auriez pu, après ces rencontres avec ces premiers vignerons, vous dire « je vais devenir vigneron à mon tour ». C'est pas ce que vous avez fait. Vous avez été employé de banque d'abord. Oui, pour des raisons alimentaires. Et je suis passé par le monde de la dégustation. Parce que c'est vrai que... Ça, c'était le plaisir. C'est-à-dire, vous étiez employé de banque le jour. Et puis le soir, vous alliez déguster des vins. Voilà. Et c'est devenu une vraie passion, ça? C'est devenu une vraie passion. Et on s'accroche énormément à ça. Une fois qu'on commence à développer ses goûts, à développer ses connaissances, sa géographie viticole, on rentre dans un monde sans fin. Et donc, je me suis un petit peu engouffré dans ce monde-là, jusqu'au moment où une évidence apparaît. Vous dites, mais pour comprendre, il faut aller plus loin. Il faut vraiment partir de la vigne, travailler la vigne avec le plus d'honnêteté possible, et puis après aller dans le vin.
Mais c'est intéressant parce que pendant des années, vous étiez à Paris, en région parisienne, et vous dégustiez les vins. Beaucoup. Donc vous avez vraiment commencé à apprendre à reconnaître le goût de chaque vin, reconnaître les terroirs qui étaient derrière ces vins, et reconnaître la griffe des vignerons aussi qui étaient derrière ces vins. Oui, c'est-à-dire que j'avais beaucoup l'occasion de me déplacer et de trouver justement ce sens et d'aller voir les vignerons. Et souvent, les vignerons vous donnent les codes qui vous permettent d'avancer dans ce domaine. C'est des années passionnantes de découverte, notamment la Bourgogne, qui est sans doute une des appellations les plus fines en ce sens que la culture des climats y est très présente. Donc on parle d'infimes différences à 100 mètres, 200 mètres près. Pour le vigneron, le terroir n'est pas du tout le même, et c'est difficile de comprendre ces codes du jour au lendemain. Et petit à petit, ça vient, et quand ça vient, c'est une véritable passion. Donc, toujours ce lien étroit, dans ce que j'entends chez vous, entre le vin que l'on a dans le verre et qu'on va déguster, et puis tout le travail des hommes qui est derrière. Vous associez toujours étroitement les deux. Oui. C'est indissociable chez vous. Parce qu'il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens, c'est le vin qui les intéresse, et puis ils sont centrés sur le vin, ils notent les vins, il y a des œnologues qui essayent d'imaginer les associations de vins, mais vous voyez l'homme derrière et vous voyez la relation de cet homme avec ses ceps de vigne, avec son terrain. C'est vrai. C'est vrai parce que au départ, dans le monde de la dégustation, j'aurais l'image, vous dégustez à plat. Et plus vous vous passionnez, plus vous vous intéressez à ce monde, plus vous voulez déguster en profondeur. Et on s'aperçoit que la première approche d'un vin n'est souvent pas suffisante. Quand vous le dégustez, vous avez toujours un premier nez. On donne d'ailleurs souvent beaucoup d'importance à ce premier nez. Et on oublie de prendre le vin en bouche, on oublie de vivre avec ce vin. Et c'est souvent un petit peu le problème des dégustateurs qui dégustent très rapidement et vous ne percevez pas ça. Et moi, j'avais l'impression, petit à petit, que en faisant des erreurs de dégustation, c'est-à-dire qu'en jugeant un vin, mais souvent on se trompait, parce que quand on le reprenait, quelquefois, plus calmement, plus librement, on se disait, il faut que je comprenne. Pour comprendre, il me faut connaître le vigneron, il faut donner un sens à cette compréhension. Et c'est à partir de là qu'on déguste le vin plus en verticalité qu'en horizontalité, on va dire. Richard Leroy, qu'est-ce qui vous a fait faire le pas d'arrêter votre carrière dans la banque pour devenir vigneron, et vigneron ici, là, dans ce coteau du Layon, près d'Angers? Je pense que c'est beaucoup un encouragement d'amis vignerons proches qui étaient dans cette région, que j'ai appréhendé au départ. C'était une région qui manifestement avait eu une histoire, les coteaux du Layon, et qui souffrait beaucoup, et qui souffrait d'une notoriété très très faible. La fameuse notoriété des années 1900-1920 avait disparu, les deux guerres sont passées par là. La difficulté de cultiver aussi ces sols faisait que cette appellation était tombée un peu en désuétude. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai immédiatement vu ces terroirs en me disant, mais avec un grand cépage et des terroirs de cette qualité, on doit faire bon. Et c'est un ami vigneron qui m'a poussé, me dire, mais arrête donc ta vie à Paris, viens donc tenir des vignes. Vous disiez tout à l'heure, quand vous rencontriez les vignerons, que vous étiez étudiant, voilà des gens qui font vraiment quelque chose. Vous aviez l'impression qu'en travaillant dans la banque, vous faisiez pas vraiment quelque chose et que, en devenant vigneron, vous alliez faire quelque chose? Oui, c'est certain. C'est le sentiment que vous aviez, ça? Oui, c'est certain. J'avais vraiment l'impression dans la banque de faire un métier qui n'avait aucun sens, effectivement, qui était technique, bien sûr, mais ça n'a aucun sens et c'est une vie qui n'a pas de sens. Pour moi, je la vivais comme ça. Et donc, voyant très souvent des vignerons qui, pour certains, menaient une vie également sans sens, le contraste entre ces vignerons qui menaient une vie qui me semblait sans sens et les autres vignerons qui avaient vraiment une approche, un amour de leur métier, me faisait dire que rentrer sincèrement dans le monde du vin, c'était faire tout de A à Z. Vous dites rentrer sincèrement dans le monde du vin, parce qu'on peut rentrer non sincèrement dans le monde du vin?
Oui, bien sûr. Il y a des approches bien différentes. Oui, bien sûr. La majorité des vins sont des vins qu'on peut appeler technologiques ou des vins de grand volume qui en fait, si j'étais extrémiste, je dirais, ne méritent pas d'être bu. C'est quand même la grande majorité. Puis à côté de ça, il y a des vins d'émotion. C'est pas du tout pareil. Mais Richard Leroy, vous avez quand même fait un pas dans le vide, un saut dans le vide, vous et votre épouse et vos enfants, puisque vous avez quitté une profession qui vous garantissait une sécurité de l'emploi, un certain salaire fixe qui tombait tous les mois, puis vous venez ici, 3 hectares, je crois. Oui. C'est pas beaucoup. C'est une folie, effectivement. Mais je pense que c'est une folie qui était guidée inconsciemment. Donc effectivement, nous sommes partis, aucune indemnité, sans rien, mais avec l'objectif de cultiver ce bout de terrain. Mon idée était simple, c'était de pouvoir vivre cette vie, et si j'arrivais à avoir un salaire minimum, eh bien, j'aurais gagné mon pari, tout simplement. Au début, c'était ça. On a fait ça, oui, avec mon épouse. Donc on a pris ce pari tous les deux. Et quand on arrive de Paris, qu'on connaît pas le monde de la vigne, si ce n'est de manière soit intellectuelle, soit par la dégustation, mais une chose est de boire du vin, une autre chose est d'aller tailler la vigne, s'occuper de la vigne, faire la vinification. Comment vous avez été initié par d'autres vignerons? Comment vous avez fait au début? Oui, bien sûr. Au départ, j'étais vraiment parrainé par mon ami, Joël Ménard, qui m'a beaucoup aidé dans toutes ces tâches. Et vous savez, lorsque la passion suit, vous avez tendance sans doute à apprendre vite. Et ça devient un plaisir. Donc ce travail qui au départ peut paraître rébarbatif, bien en fait, petit à petit, on apprend l'abnégation. Et en fait, dans l'abnégation, on finit par trouver du plaisir. Alors expliquez-moi ça, parce que ce mot abnégation, vous me l'avez sorti tout à l'heure dans la vigne. Vous m'avez dit que c'était important de découvrir l'abnégation dans ce travail de vigneron. Qu'est-ce que ça veut dire, l'abnégation pour vous? Effectivement, vous sortez d'un bureau chauffé, vous êtes tranquillement derrière votre ordinateur, et vous vous retrouvez dans une vigne, quelquefois il neige, il fait froid, et vous êtes obligé de tailler, vous avez froid aux mains, c'est pas forcément très agréable physiquement, dans une première approche, et puis vous vous dites, les rangs sont très longs à tailler, c'est très rébarbatif. Alors vous pouvez envisager cette vie comme ça, ce moment comme ça, où vous pouvez vous dire, mais chaque fois que j'avance sur un pied, je le taille, j'ai une recherche, j'ai une architecture à lui donner avec ma taille. Et chaque pied est différent. Et chaque pied est différent. C'est ce que vous m'avez montré, ils sont tous différents. Oui, je trouve que si on vit cette chose-là, on prend alors du plaisir à redresser, à avoir une idée. Oui, c'est vrai qu'il arrive quelquefois, on peut parler à ses pieds de vigne. Alors Richard Leroy, comment vous faites pour être en relation avec ces pieds de vigne? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Étienne Davodo, dans la bande dessinée, Les Ignorants, vous montre à un moment en train d'enserrer un pied de vigne que lui, maladroitement, a cassé. Tout ça pour dire que vous avez un lien intime avec les pieds de vigne. Et essayez de nous faire comprendre ce que vous ressentez quand vous êtes avec ces pieds de vigne, qui, pour certains, ont 60 ans, et pour d'autres, ont 5-6 ans, simplement, que vous avez replanté vous-même. C'est ça. Ouais. Mais quand vous replantez des pieds, c'est une vie entière. Et vous dites,
arracher un pied de vigne de 60 ans, vous arrachez un pied que vous ne pouvez pas replanter comme ça, et c'est votre maladresse. Vous êtes coupable et vous êtes le seul coupable parce que le pied de vigne n'a rien demandé. Alors effectivement, dans ces cas-là, c'est toujours difficile hein, pour tout vigneron. Arracher des pieds de vigne, c'est un petit peu arracher ses tripes. Et c'est vrai que quand il arrive un petit accident de charrue, hein, dans le cas avec Étienne, effectivement, on n'aime pas voir ses pieds partir. Mais alors, qu'est-ce que vous ressentez là quand vous êtes là? Parce que vous passez combien de temps à tailler les pieds de vigne? La taille est importante. Hein, La taille est importante. Ouais, on va tailler durant 2 ou 3 mois tranquillement. Parce qu'on redresse les pieds de vigne en même temps, on met des échalas, hein, des piquets pour soutenir les pieds, pour les protéger aussi, pour les attacher. Donc là, on est... 2-3 mois. Et là, c'est la période d'hiver. Période d'hiver, Vous faites ça entre quoi? Plutôt, quelquefois un petit peu en décembre, mais janvier, février et mars. Donc là, vous êtes... Voire début avril. Tout seul? Oui. C'est important, ça, d'être tout seul, de tailler seul votre vigne, pied par pied. On l'a fait à 2 avec Étienne. C'était la première fois que j'avais un stagiaire. Et oui, ça m'a appris beaucoup parce qu'effectivement, vous vous apercevez que chaque vigneron a sa patte, a sa façon de tenir une vigne, mais il y a des éléments fondamentaux dans une vigne, hein, les flux de sève, la façon dont une vigne peut être optimisée au niveau de sa taille. Et ça permet d'étaler les grappes de raisin, d'harmoniser un petit peu le pied. Effectivement, ça c'est vraiment l'objectif à avoir. Donc tailler avec quelqu'un, c'est pas forcément simple. Ouais. Mais donc généralement vous êtes seul. Ah oui. Et ça, vous aimez ce travail solitaire dans le froid, à passer 6-7 heures à tailler la vigne tout seul. Qu'est-ce que vous aimez là? C'est formidable. Oui, c'est comme quand vous marchez, vous faites de la randonnée, c'est exactement la même chose. Vous avez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes également. Vous entendez l'ambiance. Il y a toujours quelque chose qui se passe en fait au milieu de la nature. Donc oui, ça c'est un bien-être, oui. Et vous dites tailler n'est pas couper. J'aimerais comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire tailler n'est pas couper? Parce que nous, on vous voit là, avec le sécateur, en train de couper les anciennes branche hein, du cep. Et vous, c'est pas ça. Dans l'image de tailler, effectivement, on a un petit peu cette impression, peut-être prétentieuse, mais d'organiser sa nature, d'avoir une patte sur sa nature. C'est accompagner, c'est donner une forme, une petite architecture, on va dire, au pied. Et on a l'impression de vivre avec cette vigne. Couper, c'est différent. Couper, c'est neutre, oui, c'est négatif, couper. Tailler, on a l'impression que vous donnez une forme. En fait, vous anticipez la forme que la branche du cep va avoir en chandelier, je vois. Ouais. Oui, absolument. On anticipe la forme du cep pour l'année, les quelques années à venir, quelquefois. Oui. C'est prendre des initiatives sur un cep, c'est le couper à certains moments parce qu'on veut privilégier vraiment un bras et puis le reformer à long terme, oui. Et après, vous passez aussi beaucoup de temps seul au pied de chaque cep pour le nettoyer. Oui. Et ça, peu de vignerons font ça. La plupart des vignerons passent avec leur tracteur et puis avec les produits chimiques pour désherber autour des pieds. Vous faites tout à la main. Certains vont dire, ça sert à quoi là? Pourquoi faire tout ça à la main? Alors, c'est vrai qu'on est suffisamment avec les charrues aujourd'hui qui redeviennent au point, toujours pareil, hein, dans le cadre de cette culture biologique. Et le complément à la pioche est souvent inévitable si on veut que la vigne soit parfaitement tenue. Après, c'est quelque chose, effectivement, que je m'impose, mais je me l'impose de la même façon qu'on aime s'imposer des détails pour aller le plus loin possible dans sa passion. Mais vous pensez que le cep le ressent? Que ça va changer quelque chose dans la qualité du raisin de faire ça? En tout cas, nos relations, entre moi et le cep, en sont sûrement améliorées. J'ai sans doute un regard plus admiratif pour ce cep une fois qu'il se sent bien sur son terrain. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, oui.
Et alors par rapport à cette fameuse question de la biodynamie, puisque vous pratiquez non seulement une production de vin bio, mais vous développez aussi la biodynamie. Alors pouvez-vous nous expliquer déjà ce que c'est, parce que je pense que la majorité des auditeurs ne savent pas ce que c'est que la biodynamie, puis vous allez nous dire ce que ça apporte selon vous. Alors effectivement, la biodynamie, on en parle beaucoup, c'est un sujet qui revient maintenant de façon récurrente dans les vins biologiques. La biodynamie, c'est initié au départ par un anthroposophe, Rudolf Steiner, qui a donné des cours aux agriculteurs dans les années 1920-24, je crois. Et c'est vraiment je résumerais ça par la mise en place du lien entre la terre, l'homme et son milieu extérieur également. Donc les planètes ont un rôle également sur la Terre, c'est ce qu'on constate régulièrement. L'influence de la Lune, voilà. Et effectivement, l'influence du sol et de la vie du sol. Et les préparations, techniquement, que l'on peut appliquer, ce sont des préparations dont j'apprécie beaucoup le mot, on appelle dynamiser. Et je pense qu'en fait, c'est un peu notre rôle en tant qu'humain, on est vraiment dans une chaîne, et le fait de dynamiser, c'est donner des signaux à un sol, à une plante, au feuillage. Mais on a l'impression que c'est de l'homéopathie, en fait, que vous pratiquez avec votre vigne. Je pourrais prendre cet exemple-là. Parce que les doses de produits que vous mettez, c'est de la bouse que vous laissez fermenter dans des cornes de vaches qui sont enterrées, et vous mélangez ça avec de l'eau, mais en faible quantité, finalement. Bien et sûr. après, vous aspergez ce liquide sur vos vignes. On a l'impression que c'est de l'homéopathie que vous leur donnez. Oui, je crois que c'est vraiment ça, c'est sans doute assez proche. Alors effectivement, je ne suis pas scientifique pour essayer de débattre sur le rôle de l'homéopathie dans cette chose-là, mais effectivement, quand on répand une silice, c'est 3 grammes de silice par hectare. Alors c'est important ou pas. J'ai la chance dans ce beau village de Rabelais de pouvoir le faire avec de nombreux vignerons, puisque nous avons beaucoup de vignerons qui partagent les mêmes convictions agronomiques en tout cas, et on le fait très volontiers ensemble. Et ça, je trouve que ça nous permet d'apporter également une dimension humaine. Ouais. Encore l'amitié, encore la relation humaine qui est importante. Oui. Parce qu'il y a des polémiques autour de cette biodynamie. On dit que c'est en lien avec Rudolf Steiner, donc il y a une dimension ésotérique. Vous, c'est pas ce qui vous intéresse, en fait. Tout. Exactement. Exactement. J'ai pas de temps à consacrer à ce genre de polémique. L'important, c'est de se sentir bien dans ce que l'on fait. Et moi, j'ai plus grand respect pour des vignerons, envers des vignerons qui ne pratiquent pas cette biodynamie. Il y a absolument, c'est une façon d'être. Et donc, c'est l'aspect humain aussi qui joue un grand rôle là-dedans. Ou est-ce que vous avez pu observer une différence sur, je sais pas, le rendement de vos vignes ou sur la qualité du vin grâce à la biodynamie? Je pense qu'il y a tout un ensemble, où l'aspect énergie du vin, on parle de dynamiser, mais ça veut dire quelque chose, parce que on s'aperçoit que les vins qui donnent le plus d'émotion sont souvent les vins qui ont une dynamique très forte. C'est-à-dire ? Et à force de boire ces vins-là, on s'aperçoit qu'on ne peut plus revenir en arrière sur un vin travaillé industriellement. On a des vins qui vous mettent en joie, tout simplement. On sent que le corps se sent bien à leur contact. Et effectivement, je ne suis plus le même buveur de vin que j'étais il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Parce que vous buvez des vins qui sont uniquement des vins bio, des vins qui n'ont pas de soufre, qui n'ont pas de sulfite ? Le plus possible, effectivement. Le plus possible, parce qu'effectivement, ce sont des vins qui me semblent être tout simplement des aliments. Alors comme tout à l'heure, Richard Leroy, vous me disiez il faut que la terre soit vivante, c'est ce que je recherche. Et vous dites la même chose avec les vins. Ce sont des vins vivants. Voilà ce que l'on recherche avec la pratique de la biodynamie. Des vins vivants, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très tendance, puisqu'aujourd'hui on emploie des termes vivants, nature. Et c'est une mode ou c'est plus que ça pour vous, en tous les cas pour vous personnellement? Oui, heureusement, non, ça n'est pas une mode, j'en suis persuadé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de sens dans ces vins-là. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on commence à appréhender ces vins-là, lorsqu'on déguste ces vins-là, on peut plus revenir en arrière. Et lorsque vous percevez
les adjonctions, que ce soit du soufre ou d'autres produits dans un vin, vous savez qu'à un moment donné, ils ne s'intègrent jamais au vin. Et le plus naturellement possible, ce sont les vins qui sont les plus évidents. Ce sont ceux qui sont faits le plus naturellement possible avec du raisin, le plus simplement possible. Et dans cette simplicité, il y a toute la complexité, justement. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté au cours du temps du soufre, du sulfite ? Pourquoi on s'éloignait finalement du naturel ? Je pense que c'est l'intelligence humaine qui permet de produire plus, toujours plus. Et à partir du moment où on produit plus, on met la nature au défi. À partir du moment où on la met au défi, les vinifications sont forcément plus difficiles à faire. Donc l'homme intervient intelligemment et arrive à contrecarrer la nature. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce sont des vins qui justement ne sont plus vivants. C'est intéressant ce que vous dites là. C'est parce qu'on n'a plus un rapport naturel avec la vigne, qu'on la maltraite quelque part avec les produits chimiques. Il va falloir intervenir encore plus sur la vinification. Absolument, c'est un monde sans fin. Ouais. C'est un monde sans fin. Et le fait de ce retour en arrière, qui correspond vraiment à une période, aujourd'hui, une période sociale, hein, c'est pas un retour en arrière, c'est un retour, à mon avis, plutôt au bon sens. Et c'est vrai que mes premières vinifications sans soufre sont pour moi une forme de jouissance dans mon métier. Parce que on se retrouve avec un vin qui a été fait et vous vous dites, mais je ne suis pas vraiment important dans dans l'aboutissement de ce vin. Il s'est fait seul. Ça, c'est emballant. Il s'est fait seul. Vous intervenez peu, finalement. Très peu. Dans la vinification. Récolter le raisin, essayer de récolter du raisin honnêtement. Vous faites un pressurage et puis après mettre le jus de raisin dans un tonneau et le reprendre un an et demi, 2 ans à son rythme. Après, vous vous apercevoir que vous avez un vin qui est épanoui, qui ne se fatigue pas à l'aération, qui résiste parfaitement aux oxydations. Vous vous dites que vous êtes petit. C'est fou parce que c'est pas du tout le discours qu'on entend quand on parle des vins. Alors je suis pas un grand spécialiste en œnologie, mais souvent on entend parler de l'importance des maîtres de chai qui vont faire une vinification particulière et qui amènent toute la puissance du vin. Et vous dites, moi je me retire, j'interviens pas trop, le moins possible, c'est finalement le raisin qui fait tout. Oui, c'est très intéressant parce que je pense à quelques arguments plus publicitaires que l'on voit aujourd'hui s'écrire sur des étiquettes. On trouve des vignerons qui deviennent créateurs de vin. Mm-hmm. Et je trouve que c'est d'une dérision extraordinaire. Et plus je m'intéresse à cette passion, plus je me rends compte que les plus grands vins sont sur lesquels l'homme intervient finalement extrêmement peu. Parce que le vin sait se faire tout seul. Alors pourquoi ? C'est quoi ? C'est de la com ? C'est du marketing ? Oui, c'est de la com, et puis c'est également cette impression, sans doute, que l'homme maîtrise la nature. Et vous cherchez pas à la maîtriser ? Non, c'est vraiment l'accompagner. Je pense que les plus grands plaisirs sont lorsqu'on peut accompagner la nature. Quand vous récoltez du miel, vous faites de même, vous accompagnez ce travail. Richard Leroy, pourquoi vous n'avez pas voulu grossir ? Enfin, je parle pas, excusez-moi, de votre tour de taille, je parle de votre terrain. Vous avez acheté à peu près 3 hectares en 96 quand vous vous êtes installé ici. Et puis, vous n'avez pas grossi, vous restez petit, alors que votre vin est de plus en plus réputé, de plus en plus de gens en veulent. Pourquoi vous grossissez pas ? La réponse est simple, si je grossis, je vais gagner de l'argent.
Et en fait, moi j'ai une vie absolument heureuse, je fais ce que je veux et je peux maîtriser mon travail de bout en bout. Et ça, c'est pour moi la véritable fortune. Je vous parlais moi je suis milliardaire d'amitié, de connaissances de vignerons brillants, et tous ces gens-là ont cette passion. Et cette passion qui nous anime, elle est quand même reliée directement au vivant. Donc je me sens pas du tout moi-même dans la peau d'un chef d'entreprise. C'est pas vraiment ma recherche. Ma recherche, elle est de rester avec ce bout de terrain et puis de faire ce que je peux simplement sur cette terre, et puis pas plus. Je fais pas un vin meilleur qu'un autre, je fais le meilleur vin possible sur mon bout de terrain. Mais vous pourriez devenir beaucoup plus riche, Richard Leroy. Vendre plus de bouteilles chaque année. Dans cette richesse-là, effectivement, je pourrais être plus riche. Ça m'intéresse pas, je suis déjà riche, mais d'autres choses. Vous êtes riche de quoi alors, par exemple? Alors, comme je vous l'expliquais, les relations, beaucoup. Oui, ces relations qui sont faites avec des gens qui ont un élan de vie, donc avec une vraie personnalité, des couleurs, le vin, on fait pas un vin, on fait un vin par personne, ou même plusieurs, certaines personnes font plusieurs vins évidemment, et on s'aperçoit que il existe toutes sortes de vins, comme il existe beaucoup d'êtres, il y a une complexité, et on est loin de ce rapport, comment dirais-je, très, très normé des vins classiques, habituels, qui en fait nous lassent un peu et qui sont toujours les mêmes. Donc vous aimez rencontrer des vignerons qui sont comme vous, qui ont cette passion du vin bio, de la biodynamie, mais vous n'allez pas voir les grands vignerons réputés dans le Bordelais ou en Bourgogne? Non, je vais pas voir les grands vignerons réputés en Bordelais. Il existe des grands vignerons en Bordelais, mais c'est pas ce qu'on croit. Et il existe évidemment des grands vignerons en Bourgogne, et c'est pas toujours ce qu'on croit de la même façon. Donc, bien sûr, on a des rencontres entre tous les vignerons, mais effectivement, certains vignerons exercent un métier dans un sens que je ne pratique pas. Donc, effectivement, on a moins l'occasion de nous rencontrer. Mais pourtant, vous le savez encore mieux que moi, Richard Leroy, le vin aujourd'hui, il y a un véritable engouement pour cela. Et au niveau planétaire, pour voir la mode du vin au Japon qui se développe actuellement, en Chine, des gens qui sont prêts à dépenser des fortunes pour des bouteilles. Les fameux terroirs dont vous parliez, notamment de Bourgogne, ces fameux climats, il y a des terroirs qui ont été vendus, des fortunes. Je pense le Clos de Tarbes qui a été acheté par François Pinault, 280 millions d'euros pour 7,5 hectares. Le Clos des Lambrais en Côte d'Or, racheté par Bernard Arnault. Le monde du vin, c'est aussi le monde de l'argent. Vous le vivez comment ? Finalement, je ne le vis pas si mal parce que, en 40 années de passion, j'ai vu des vignerons naître sur des endroits, des terroirs différents et faire parfois des grands vins sur des terroirs qu'on n'imaginait pas. Et puis, ce que l'on voit aujourd'hui, cette hiérarchie, effectivement, française, très française du vin, mais on voit des vignerons du monde. Moi, je suis emballé par l'évolution des vignerons grecs, des vignerons serbes, des vignerons autrichiens, des vignerons allemands. Il y a quelque chose qui bouge réellement sur toute la planète. Mais qui cherchent à faire leur vin propre, ou ils cherchent à faire, allez, je vais dire, un vin à la mode Parker pour faire de l'argent. Parce que Parker a marqué le monde du vin. Il suffit de revoir le film Mondovino qui commence à dater un peu, mais on voit que Monsieur Parker, ce critique des vins, a uniformisé le goût du vin quelque part sur la planète. Très probablement. Mais effectivement, c'est un monde qui n'est pas du tout le mien. Moi, effectivement, les contacts que je peux avoir avec des vignerons, qu'ils soient français ou étrangers, ce sont des gens qui vivent leur vin. Là, on parle de vin industriel, donc moi, effectivement, ils peuvent être des grands crus, mais moi, je parle de vin d'émotion. Ouais. Mais là, ce que je vous ai cité, le Clos de Tarbes, le Clos des Lambrais en Côte d'Or, c'est pas du vin industriel. Ce sont des bons vins, très réputés. Mais pourquoi l'argent pénètre, selon vous, de manière aussi forte dans le monde du vin ? Et vous-même, vous le vivez.
Oui. Quelque part, vos bouteilles sont recherchées, deviennent rares. Il y a des gens qui spéculent sur vos vins. Vous le savez. Oui, malheureusement, oui. Ça vous attriste, ça? Oui, parce qu'on perd le bon sens. J'aime à dire que ces spéculateurs devraient prendre du temps, s'intéresser au vin et s'apercevoir que les grandes étiquettes ne sont pas toujours les meilleures, par exemple, et que on doit garder absolument des curiosités. La notion de prix aujourd'hui est totalement dissociée de la qualité du vin. Des vins très chers peuvent être très très bons, mais des vins très chers peuvent être absolument sans intérêt. Vous parlez des buveurs d'étiquettes. Absolument. Cette expression à un moment avec Étienne Davodo dans Les Ignorants, où il dit il y a les buveurs d'étiquettes. C'est des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent parce que c'est un vin étiqueté, réputé. C'est ça? Oui, là on retrouve l'homme dans toute sa splendeur. Donc là, il y a d'une part la collection, et puis après il y a l'ego qui intervient. Et pour moi, c'est dissocié des vins qu'on produit. Une bouteille, c'est fait pour être ouvert, c'est très simple, c'est une boisson, c'est un aliment. Et c'est pas plus que ça. Et je pense que si on prend ce principe, le prix des bouteilles n'a plus rien à voir. Ce qu'il faut, c'est avoir un plaisir, c'est rechercher, être chercheur d'émotions, et pas plus. Et les émotions, on les trouve, et c'est pas forcément ces grandes bouteilles qui vous les donnent. Ça vous vient d'où, ça, Richard, de ce désir de rester petit, de rester simple, finalement? Mais je pense que le lien à la terre vous ramène toujours, justement, les pieds sur terre. Lorsqu'un vin finit par être élaboré, sans que finalement vous n'ayez rien fait, mais c'est réellement emballant, mais ça vous emmène plutôt dans une idée que vous êtes très très petit par rapport au monde du vivant. Lorsque je suis dans ma cave, on peut parler des fois aux barriques, c'est assez drôle, mais elles ont 1,5 milliard d'années, nos levures. Je crois que c'est à peu près pareil pour les bactéries. Donc on s'aperçoit que nous, on passe sur quelques centaines de milliers d'années, un passage bref sur la planète Terre. Donc on n'est peut-être pas vraiment grand-chose. Et c'est pour ça que je me plais à dire que il faut simplement apprécier le vin comme un aliment et surtout pas plus. C'est le contact avec la nature, justement. On parlait de ces jours, je dis, c'est pas ces heures, c'est ces jours, ces mois que vous passez dans vos vignes, les pieds sur la terre, la bêche à la main ou le sécateur à la main. C'est là que la nature vous a enseigné cela? Oui, je pense. Je pense qu'il y a ce moment-là, puis le moment aussi de la dégustation qui a été important parce que vous pouvez à un moment donné, lorsque vous êtes amateur, déguster des vins, vous dites mais c'est un vin très cher, mais c'est pas bon. Alors vous essayez de comprendre pourquoi et vous apercevez que certaines interventions œnologiques détruisent le vin, détruisent quelque chose une vie dans le vin. Donc vous avez un vin qui est un beau produit industriel, mais qui n'a pas de sens et qu'il vaut mieux ne pas boire. Parce que c'est pas un bon aliment. Et pour vous, ça vous donne pas de plaisir? Ce Absolument. plaisir que vous recherchez dans le vin. Avant de chanter ma vie de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui étaient pas du genre sobre. On compte que j'eus la tétée au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et non dans un chou comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareil. Il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille.
Je reviens quand même, Richard Leroy, sur la nature, parce que ça m'intrigue. Vous êtes en contact vraiment avec la nature. Donc, à la fois, c'est vous qui la travaillez, je veux pas dire la maîtriser, mais vous essayez de travailler votre vigne, de l'accompagner, comme vous dites. Et en même temps, il y a toute une part d'imprévu, et notamment liée à la météo. Ça, j'aimerais bien que vous m'en parliez de ça. Parce que cette nature, donc, vous l'accompagnez, vous l'écoutez, vous la travaillez, et puis en même temps... Elle vous trahit. C'est ça. Ah, c'est comme ça que vous le sentez? Elle vous trahit? Oui, par exemple, les épisodes de gel qui se poursuivent chez nous, vous avez un petit peu cette impression-là. Vous dites c'est normal, vous venez de tailler une vigne, elle est prête à donner le fruit, elle est prête à sortir, vous vous retrouvez au mois d'avril et vous prenez un épisode de gel et vous perdez beaucoup. Dans un premier temps, vous avez l'impression que la vigne, la nature vous trahit. Et puis dans un deuxième temps, vous pouvez quand même regarder le soleil briller, c'est pas si pire, comme diraient nos amis si québécois. Pire, mais bon, c'est pas si pire. On se reprend, on s'habitue de ces malheurs-là et après, il faut se relever et puis essayer de trouver au moins un moyen économique de tenir, tout en gardant cette optique d'honnêteté. Et c'est une histoire d'organisation simplement. Ah, mais quand vous avez une année de gel, vous arrivez à faire combien de bouteilles? Très peu, le tiers ou peut-être le quart, ça arrive quelquefois. Oui. Donc ça veut dire économiquement c'est très dur. Mais c'est tout. C'est économiquement très dur, mais ça n'enlève pas la richesse humaine qu'on a autour de soi. Donc déjà, prenons-le comme ça. Vous observez justement que le climat change? Oui, très probablement. On peut vraiment voir les effets déjà, selon vous, du réchauffement climatique dont on parle? Là, ça fait plus de 25 ans que vous êtes ici maintenant. Oui. Vous l'observez, ça? La succession de gel qui vient nous... Comment dirais-je, dont on est victime actuellement. Vous m'avez dit 4 gels en 6 ans. En 6 ans. Vous aviez jamais vu ça avant? Non. Et les anciens, ils avaient connu ça avant? Très peu. Très très peu. Il n'y a pas eu de période aussi forte. Donc très probablement, on peut penser qu'il y a une modification du climat, puisque la vigne a tendance à débourrer très très tôt. Les bourgeons sortent très très tôt. Parce qu'il fait chaud en février, par exemple. Oui, février, mars, il fait quelquefois très chaud. Avril, et puis subitement, voilà, en avril, donc ça fragilise la vigne. On a un petit épisode de froid en avril. Ce sont des épisodes qui pouvaient exister auparavant, sauf que la vigne n'était pas débourrée dans les temps précédents. Donc il y avait des cycles sans doute hivernaux plus constants. Donc effectivement, très probablement, le changement climatique est là. Mais après, nous n'observons ce genre de phénomène que sur à toute petite échelle. Donc scientifiquement, je me garderais d'intervenir là-dessus, même si nous avons tous évidemment cette impression que le changement climatique nous atteint. Et comment on vit ça, ce moment où on a travaillé pendant des mois pour préparer la vigne, et puis, paf, le gel arrive, et vous voyez une partie de votre production qui va disparaître, quoi. Comment vous le vivez? C'est dur, c'est un défi, faut prendre sur soi pendant quelques mois. Vous savez, quand vous prenez le gel, vous avez une période qui est toujours extrêmement difficile, c'est la période des doutes, donc c'est le mois qui va suivre, puisque la vigne repart au printemps, repart complètement en hiver. Il n'y a plus de feuillage, et ça c'est particulièrement difficile à vivre, donc il faut travailler, il faut un peu d'abnégation, attendre, et puis imaginer que le soleil va revenir. On désespère pas. Voilà. J'espère qu'on désespère pas, oui, il faut garder le moral, comme devant les petites difficultés d'une vie, et puis finalement regarder derrière soi, et puis on vit d'une façon finalement pas si désagréable, nous en tant que petits paysans. Alors Richard Leroy, c'est d'abord et avant tout le vigneron que je suis venu rencontrer, mais
Vous êtes aussi un héros de bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup de vignerons qui sont devenus des héros de bande dessinée. Et je dis ça en souriant, mais c'est une histoire incroyable qu'Étienne Davodo a vécue avec vous. Vous avez vécu ensemble, qui a donné lieu à cette bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants, qui a un vrai succès dans la bande dessinée. C'est un livre qui est paru il y a une dizaine d'années et ressort une édition spéciale pour ses 10 ans aux éditions Futuropolis. Alors j'aimerais qu'on parle un instant de cette aventure particulière quand même. Étienne Davodo est venu vous proposer un jour que vous lui fassiez découvrir votre métier et en échange, lui, vous ferait découvrir son métier de dessinateur de bande dessinée. Pourquoi vous avez accepté cette histoire ? J'ai accepté simplement parce que j'avais lu les ouvrages précédents d'Étienne et que pour moi, dans le monde de la BD, ça fera hurler certains dessinateurs. Pour moi, c'était pas de la BD puisqu'il racontait des vraies histoires. C'est un peu ça, ces choses de la vie rurale, les mauvaises gens. J'avais l'impression qu'il a cette capacité de mettre les véritables choses de la vie en dessin. Et nous étions dans une période où la viticulture biologique commençait un petit peu à se développer, donc on arrivait petit à petit à communiquer sous cet aspect. Et c'est vrai que quand Étienne m'a proposé ça, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas ? Parce que ça peut être un vecteur, la bande dessinée, qui peut être tout à fait intéressant si jamais ça se passe. Un vecteur de partage et de communication, quoi, quelque part, sur votre métier et la bio. Voilà. Et connaissant Étienne, j'avais une totale confiance. Et j'avais d'autres arguments moins sur mon domaine où ma commercialisation était terminée puisque mes vins étaient réservés à l'avance parce qu'il était au niveau éthique. Pour moi, il était évidemment hors de question de vendre mon vin avec une bande dessinée. Hein, bien évidemment, la bande dessinée c'est une chose, le vin c'est autre chose. Donc, j'étais prêt à ce moment-là. Et pire que ça, j'étais même prêt à supporter un employé appelé Étienne Davodo. C'est ça, ouais, qui travaillait avec vous dans les vignes plus ou moins bien quand même. Hein. Vous avez été très patient, on le voit. Mais de très bonne volonté. Ouais. Et lui vous a fait découvrir le monde de la BD aussi. Alors on est chez vous, là vous m'accueillez chez vous, il y a des planches originales d'Étienne qui sont là accrochées au mur. Il y a d'autres dessinateurs qui vous ont fait des belles dédicaces, que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que vous avez découvert du monde de la bande dessinée, en quelques mots, qui a changé votre regard sur ce monde-là ? Mais j'ai découvert ces dessinateurs qui apportent de la vie à leur ouvrage. Et c'est ces gens qui sont plongés dans toute l'intimité de leur personne, dans la façon de faire leurs œuvres. Ils ont une façon de voir, de vivre les éléments qu'ils savent retranscrire en dessin. Et ces dessins peuvent vous donner des émotions. Moi, je suis impressionné par ça. Vous savez, j'ai eu la chance, par exemple, Étienne m'a donné cette chance de lire Maos. Et j'avais cette chance parce que j'étais un inculte, donc un ignorant, et je ne connaissais même pas cette bande dessinée. Et quand j'ai vu pour la première fois que j'ai lu cette bande dessinée, je me suis dit, mais il y a du génie, parce qu'on ne peut pas être aussi évocateur de ce drame de la Shoah. Des camps, c'est ça. À travers des petits personnages qui sont des souris, en fait. Oui, ça c'est extraordinaire. C'est une bande dessinée extraordinaire qu'on conseille à tout le monde. Et quand vous suivez des personnages, des Emmanuel Lepage, des Jean-Pierre Gibrat, vous avez cette impression, ce lien à l'image vous amène en voyage. Et est-ce que vous avez vu un parallèle, une similitude, je sais pas quel mot utiliser, entre votre métier de vigneron et le métier de dessinateur de bande dessinée d'Étienne Davodo ? Oui, en fait, complètement. Je pense que on partage sans doute les mêmes choses avec Étienne, puisque Étienne est sans doute un auteur évidemment reconnu aujourd'hui, mais pendant des années, il a continué à travailler, à œuvrer dans un sens qui était le sien, qui était propre, sa simple passion. Il l'a vécu comme ça. Comme vous. Oui, parce qu'on prétend rien, il prétendait rien d'autre que de faire une œuvre, et ces œuvres doivent avoir un sens pour lui. Et c'est un peu la chance que j'ai eue de connaître les amis vignerons, les amis justement dessinateurs, je dis vignerons, mais c'est exactement pareil, ils ont cette façon. Vous lui avez fait découvrir des vignerons, des vignerons qui, comme vous, travaillaient de manière naturelle, bio, avec passion. Oui.
Oui, je pense qu'il s'est beaucoup plu à rencontrer ces vignerons qui sont des personnages hors du commun, qui ont une vie, un sens aigu de leur rapport au végétal, mais à l'humain aussi. C'est toujours, ça va tous toujours les deux, de pair. En fait, c'est ça. Hein. L'humain. Puis Oui. je vous écoute là depuis 1 heure bientôt, on sent que c'est l'humain qui est fondamental. C'est à la fois l'amour de la nature, mais en même temps l'humain, les relations humaines. Oui, et on le ressent beaucoup dans tous ces dessinateurs qu'on a pu rencontrer. Et dans la dégustation, que vous pouvez vivre aussi, parce que c'est un échange humain chaque fois que vous dégustez. Absolument, absolument. Richard Leroy, finalement, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre métier de vigneron ? Arriver à un aboutissement en termes de vin. Quand je goûte un vin sur lequel j'ai rien fait, on appelle ça produire, moi en tout cas je ne l'ai pas créé, et que ce vin est équilibré, que tout s'est mis à peu près en place, et vous avez quelque chose qui a de la lumière. Et je pense que l'aboutissement par la dégustation, ça devient vraiment un plaisir. C'est ça qui me guide vraiment. C'est aller jusqu'au bout du produit, puis se rendre compte qu'on a, je dis souvent, un vin simplement bon. Et c'est dur de faire un vin simplement bon, ou d'avoir la chance d'en rencontrer. Mais c'est là où vous nous dites depuis le début pratiquement que vous ne faites rien. C'est difficile à comprendre ça. Oui, à vous croire même, parce que vous travaillez tellement. Mais c'est l'accompagnement, encore une fois, c'est l'accompagnement de la nature. Alors effectivement, avec le gel, avec les épisodes, la maladie éventuellement, tous les différents éléments extérieurs de la vigne, mais après du vin aussi. Donc c'est les angoisses, quelquefois les émotions, mais beaucoup d'angoisses. Mais finalement, le fait d'accompagner, c'est au bout du compte emballant, quoi. On apprend à maîtriser nos peurs, vivre avec nos peurs. Et c'est un peu cette prise de risque. Je pense que comme un alpiniste qui a bien sûr peur, mais qui joue avec cette peur parce que quelque chose le guide. Et tous les ans, c'est à recommencer. Ah oui, on recommence tous les ans. Avec la même peur. Oui. Et la même excitation. Oui. Oui, il y a toujours une flamme à ce niveau-là. Je dis toujours, moi, il me reste encore 6000 vinifications à faire avant d'essayer de comprendre un peu de ces fameux processus de fermentation. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté la banque, Richard Leroy ? Non. Ah non. Ça serait à refaire, vous referiez la même chose. Ah oui, totalement. Eh bien, merci beaucoup, Richard Leroy, de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de votre métier de vigneron. Je pense que chacun qui souhaitera découvrir votre vin pourra le faire facilement en faisant quelques recherches sur Internet. Et puis, bien sûr, je renvoie à cette bande dessinée que vous avez réalisée ensemble. Hein. C'est signé Étienne Davodo, mais c'est vraiment un travail collectif que vous avez mené avec Étienne Davodo pour cette bande dessinée Les Ignorants, publiée aux éditions Futuropolis. Merci de votre accueil, Richard. C'est un plaisir. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.